Salut à tous, Steve Savio dans le 1330 et j'accueille à nouveau Lionel Dimitrievitch. Comment vas-tu? Coucou, ça va bien. On est là pour la suite de notre fil rouge. Un grand fil rouge de 2022 à 2023, peut-être 2024, on ne sait pas encore. Sur Non, GraphQL. on va s'arrêter à l'anniversaire du 13-30, je pense. Il me reste, On on a va un dire, anniversaire, c'est quand? c'est au mois d'avril, il me semble, non? Quelque chose comme J'avoue que ça? j'en sais rien. Alors Si, là, je ne m'étais pas posé la question. il me semble, donc on bouquera la date, mais du coup, il reste, on va Il dire, va y avoir une trois, fête et tout, ça va être trop bien. Trop bien, trop trois bien. petits. Vas-y, pardon. Non, je disais, il reste trois numéros. On va aujourd'hui parler du blob storage. Je vais revenir juste sur le fil rouge qui était là, où on a mis en Oh là, attends, place. tu as déjà démarré, putain, le mec est très Ouais, énervé. je démarre Hop tranquille. là, attends, mais je sais pas appuyer sur le bouton. Vas-y. Je te fais l'intro et tout. Donc on avait démarré avec Hot Chocolate et la mise en place d'un serveur de GraphQL. Mhm. On a ensuite déployé un petit client Angular qui nous permet de remonter des fichiers EPUB, vous savez, les petits fichiers numériques là, qui permettent d'avoir des livres en fait. On a uploadé donc ce fichier sur GraphQL et GraphQL, on a fait l'analyse et puis la rentrée dans la base de données, les éléments, titres, description, etc. Aujourd'hui, on va changer un petit peu le braquet parce que le but du jeu, en fait, à l'arrivée, c'est de pousser ça sur un blob storage Azure pour que l'analyse soit faite en fait par une fonction Azure et que tout ça redescende au client et que le client soit averti quand le fichier aura été analysé et stocké dans la base de données. Donc aujourd'hui, on va modifier le plot qu'on avait fait. On avait uploadé sur GraphQL. On va pousser le fichier en fait sur un storage blob dans Azure pour aller attaquer un petit peu cette partie Azure. Voilà, c'est un petit peu le descriptif. Je C'est cool continue, ça. t'interagis quand tu veux, Steve, hein. Je te Euh, remercie. D'ailleurs, si vous voulez avoir le début un petit peu de l'histoire, n'hésitez pas à aller regarder les replays sur la chaîne YouTube de NeosSDI. ouais, Vous aurez tous les replays de 1330, mais spécifiquement ceux de GraphQL. Et donc, ouais. Et vous avez également le lien, il y a le lien qui est disponible ici hein, pour aller voir le code source, qui n'est pas à jour avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais pousser ça tout à l'heure. Et vous allez pouvoir voir l'évolution du code source. Du coup, quand on parle de blob storage c'est tout simplement le système de stockage hein, qui existe. Donc, c'est sur un storage, un Azure Storage. Et en fait, l'Azure Storage, je vais expliquer un petit peu ce que ça comporte parce qu'on peut faire autre chose que stocker du blob. Le blob, c'est binary long object, hein, donc en gros, ça représente n'importe quel type de fichier. Mais on a d'autres mécanismes autour de ce storage account. On va avoir la partie disque qui est un petit peu particulière, qui va nous servir à mettre en place des disques qu'on va rattacher à des VM dans Azure. mhm. Donc du coup, c'est plus à usage des VM, donc mode IaaS plutôt. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie plutôt storage account ici, qui va nous permettre d'avoir différents niveaux de stockage. On va avoir un stockage files, en fait, qui est intéressant parce qu'en fait, il va nous permettre d'avoir un stockage de type SMB et donc du coup de pouvoir avoir un partage. Ça va être très utile. Alors dans les opérations de lift and shift, hein, comme c'est indiqué ici, lift and shift, c'est je prends un système existant on-premises et je le pousse dans Azure. Donc typiquement une VM que j'ai dans mon infrastructure, je remonte cette VM dans Azure et du coup les stockages associés, je vais aussi les remonter dans Azure. Et pour ça, le service files est vraiment bien parce que du coup, on est sur un système de partage de fichiers. Donc, très, très utile. On va l'utiliser aussi pour tout ce qui va être persistance des conteneurs. Quand on va vouloir monter un conteneur avec, je ne sais pas, une base de données MySQL par exemple ou un Mongo, on va vouloir persister ces informations-là et on va utiliser en fait le service files pour effectuer cette opération. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie blob. La partie blob, donc, qui va nous permettre de stocker des fichiers. Il y a plusieurs modes d'utilisation de ce blob. On va utiliser ici le mode classique, je dirais standard, qu'on met en place. C'est hautement disponible. En termes de taille de stockage, on peut aller de mémoire jusqu'à plusieurs pétaoctets de stockage au total sur le compte. Donc, on est quasiment illimité en termes de taille de stockage. Et c'est Si vous avez utilisé. le compte en banque qui va avec aussi, bien sûr. Allez, oh, ça coûte pas si cher que ça C'est le vrai. storage. Non, c'est pas si cher. Bon, après, si tu atteins le pétage, je pense que oui, ça doit Ouais, commencer commence à à faire. chiffrer. Après, si tu arrives à mettre autant de données, c'est que tu dois avoir des revenus qui vont avec, si tout va bien. Ouais, mais ça doit coûter peut-être un tout petit peu plus cher qu'un stockage OneDrive si on Mhm. prend un Tera, mais c'est pas vraiment beaucoup, beaucoup plus cher. C'est vraiment
Le storage, c'est vraiment quelque chose qui coûte pas trop cher dans Azure, enfin qui coûte pas trop cher tout court, le stockage aujourd'hui. Et dans Azure, ça se reflète également. Et on a différents. Je vais juste enlever mes notifs là qui Oui. arrivent. Voilà. Je vais fermer le Outlook comme ça, je vais plus avoir les notifs. Pardon. Et du coup, je disais oui, le stockage blob, on va avoir plusieurs modes de stockage avec du page blob, des systèmes d'appen blob aussi qui vont nous permettre par exemple de stocker des logs. Et en fait, c'est de l'écriture en mode append, donc je rajoute à chaque fois des éléments dans mon stockage. Voilà, différents systèmes. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est du blob blob, c'est-à-dire vraiment de l'écriture input-output de fichiers séquentiels, donc de l'écriture-lecture de fichiers séquentiels. On a deux autres services à côté de stockage de fichiers et de blobs, paradoxalement rattachés au storage account, mais c'est un peu historique quand même au niveau d'Azure. On va avoir Tables qui en fait va nous permettre d'avoir une base de données NoSQL qui s'appuie directement sur le storage account. Pourquoi utiliser ça alors qu'il y a d'autres services dans Azure qui le font? Par exemple, Cosmos DB le fait également. On pourrait avoir un conteneur avec un Mongo ou que sais-je. En fait, on va bénéficier du prix du stockage parce qu'ici, en fait, on ne va être facturé quasiment que sur le stockage. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir une petite base NoSQL. Alors, c'est pas aussi puissant qu'un Mongo ou qu'un Cosmos DB, faut relativiser, mais du coup, on va pouvoir faire un petit truc en utilisant Tables. Et puis Queues, qui peut être aussi intéressant. Pareil, là, il y a d'autres services qui le font dans Azure. On a le service bus qui va faire ça. Queues va nous permettre en fait de gérer des queues et donc d'envoyer des messages et de pouvoir traiter les messages par la suite. Et donc, du coup, ça peut être intéressant d'avoir un système de queue relativement facilement mis en œuvre, puisqu'on a juste un storage account à créer. Et puis derrière, on a tout ce mécanisme qui est disponible. Et pour beaucoup moins cher, du coup, qu'un service bus ou qu'un autre système. Voilà un petit peu. Effectivement, les deux derniers éléments, enfin tous les éléments que tu as évoqués, notamment ceux qui sont en bleu pétrole, ils sont sortis vraiment au tout début d'Azure. C'est pour ça que Ouais. aujourd'hui, certains d'entre eux peuvent paraître dépassés du fait qu'il y a eu des nouveaux services qui sont arrivés par la suite. Mais voilà pourquoi ils existent en tout cas. Parce qu'au départ, il n'y avait rien d'autre que ça. Les Ouais, tables. exactement. Et il faut dire que même si ce sont des services un petit peu avec moins de capacité que les services associés, je pense à Cosmos DB ou Service Bus, ça reste quand même des services efficients et vraiment à moindre coût. Et ça peut être intéressant de regarder pour faire vraiment des choses simples. C'est très, très pratique et très efficace. Hop, si je peux zapper la slide suivante, voilà. Alors, comment ça se comporte un storage, un blob storage? En fait, on va avoir un conteneur intermédiaire. Un conteneur, il faut voir ça un petit peu comme un dossier, si vous voulez, dans l'explorateur, sauf que là, on ne peut pas mettre des conteneurs dans des conteneurs, donc il y a un seul niveau d'hierarchie. Mais du coup, on va avoir, par exemple, un compte de stockage qu'on a appelé média, et puis dedans, on va créer un conteneur pour les images, et puis un conteneur pour la vidéo. Et dans ces conteneurs-là, on va mettre concrètement nos fichiers dedans. Donc ça, c'est pour la structure globale. On va voir tout à l'heure que le conteneur, il a son importance, parce que quand on va remonter nos fichiers, on va devoir spécifier dans quel conteneur on souhaite mettre ce fichier. Un élément très important quand on parle de stockage de fichiers, c'est comment est-ce que j'assure que mes fichiers ne soient pas perdus. Alors, on a plusieurs niveaux en fait de réplication des données. On va avoir le niveau premier qui est LRS, donc Local Redundant Storage. On a C'est dans dans le Azure. local. Ouais, c'est dans le local, exactement. C'est même au niveau de la baie. On a dans Azure plusieurs régions. Donc, on a en France, on a deux régions. On a France centrale et South France. On va avoir West Europe, North Europe. On va avoir d'autres data centers aux États-Unis, etc. On va avoir plein de régions. Je dis data center, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, dans une région, on peut avoir plusieurs data centers. Ce qui va expliquer le truc d'après. Et donc, du coup, quand on se met en LRS, alors attention, c'est pas l'option par défaut, c'est celle qui coûte la moins cher, mais c'est pas celle qui est par défaut quand on crée le storage. Donc, il faut faire attention à bien choisir LRS si on veut pas payer trop cher, parce que évidemment, dès qu'on va passer sur d'autres mécanismes, on va payer plus cher puisqu'on va avoir des stockages ailleurs. Mais par défaut, on a 3 copies de notre fichier qui sont faits au niveau local et de nos fichiers, de nos conteneurs en fait, qui sont faits au niveau local, et donc on va pouvoir avoir cette sécurité. Si on veut aller au-delà de ça, donc là, la première sécurité dont tu parles, effectivement, tu dis c'est dans la même baie, c'est si le disque dur crash, voilà, là où il y a votre donnée, elle a déjà été répliquée 3 fois, cette donnée.
exactement. sans avoir à la remonter ou quoi que ce soit, elle est toujours disponible. Elle est toujours dispo, ouais, exactement. Donc ça évite des crashs matériels, effectivement. Si on veut se prémunir et aller un petit peu plus loin, on peut faire du Zone Redundant Storage, donc ZRS. Alors, cette option n'est pas valable partout parce qu'en fait, elle n'est valable que dans les régions qui ont plusieurs data centers. Donc là, Oui. du coup, on va répliquer le fichier sur des data centers physiquement différents, distants. Ça peut, du coup, va se prémunir contre un problème de crash, comme pour le LRS, mais on va aussi se prémunir contre des problématiques, coupure de courant ou que sais-je, et le data center n'est plus accessible. Du coup, on va automatiquement basculer sur un autre data center qui, lui, va avoir sa propre infrastructure électrique, réseau, etc., et qui va faire que votre fichier sera toujours accessible. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Si on veut aller au-delà et qu'on se dit la région finalement ça suffit pas, alors la région ça reste quand même géographiquement limité, hein, on va dire voilà France centrale ça se limite au nord de la France on va dire grosso modo. South France ça va autour de Marseille le data center il me semble ou de Dex peu importe c'est dans le coin et on va vouloir aller peut-être au-delà et donc là on va faire de la réplication géographique. Et donc là, on va avoir une région primaire, d'accord, qui va être la première accessible. Puis on va avoir une deuxième région qui va nous permettre d'avoir nos backups. Et vous voyez ici, hein, ce qui est marqué, c'est que là, on va avoir un système LRS, en fait, qui est dupliqué sur une autre région. Donc notre fichier, en fait, il va se retrouver copié 6 fois, 3 fois dans notre première zone LRS. Et puis du coup, le count va être dupliqué sur une autre région. Et donc on aura à nouveau 3 copies ici. Donc là, on se prémunit quand même contre de gros problèmes. On pourrait mettre par exemple en France et puis la secondary region. Alors elle est définie par défaut dans Azure, hein, donc ça doit être la France du Sud, je crois. Si on est en Europe de l'Ouest, ça doit être l'Europe du Nord et inversement. Hmm. Il y a des zones de backup comme ça qui sont définies et qui permettent de se prémunir de problèmes graves, tremblements de terre, etc. On est plus déjà à une échelle géographique importante qui permet de se prémunir contre des désastres, on va dire, climatiques et autres. Et puis, Et là, pardon, ce que tu es en train d'évoquer, c'est vraiment dans le cas où la donnée n'est plus accessible quelque part, ouais, après, exactement. elle devient accessible ailleurs. Mais c'est pas Ouais, pour avoir une proximité de la donnée. non, du tout. Ça, c'est notre service. C'est vraiment, c'est pas de la proximité de données, parce que là, pour le coup, on va plutôt mettre la région primaire au plus proche de l'utilisateur, au Hmm. plus proche des services. Et la deuxième région, ça va vraiment être de la sécurité, en fait, et de permettre à notre service de continuer de fonctionner, même s'il y a eu un gros pépin. En l'occurrence, là, on va parler d'un tsunami, d'un ouragan, que sais-je. Je ne vais pas parler de choses guerrières, mais voilà, c'est un peu la vue. Et puis pour aller encore au-delà de ça, on peut faire du GZRS. Là, on Et va sur donc la là, Lune. là on est ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire du ZRS dans notre région primaire, donc on sépare sur des multiples data centers, et puis on va avoir dans une deuxième région le backup, d'accord, qui va être accessible uniquement qui va être disponible dans la deuxième région. Donc Hmm. c'est pour multiplier tout ça. Donc plein d'options, évidemment, à chaque fois ça a un coût. Le LRS, c'est celui qui est de base, enfin de base, qui est le service de base, je dirais, qui ne va pas engendrer de surcoût. Tous les autres, bien évidemment, il y aura un coût supplémentaire parce qu'il faut dupliquer la donnée, la stocker ailleurs, etc. Au niveau de nos storage, on va aussi, enfin, au niveau de nos fichiers, on va aussi avoir des tiers, en fait, ce qu'on appelle des tiers. Donc, on va avoir trois tiers différents. On va avoir un tiers qu'on va appeler hot, et donc ça, c'est les fichiers qu'on va utiliser fréquemment, dont on a besoin d'avoir un accès régulier. Quand ces fichiers, on les utilise moins, on va peut-être les passer dans un tiers cool, donc plus froid et un petit peu plus long à l'accès. Mais du coup, c'est des fichiers qu'on n'utilise pas souvent, donc c'est une espèce de mini-archive, on va dire, accessible quand même relativement rapidement, mais Mhm. pas aussi rapide que le hot. Donc ça ne va pas être pour utiliser en production, mais ça peut être typiquement, j'archive des données que je consulte une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Hmm. J'ai pas besoin de les avoir dans ce tiers-là, je les mets dans ce tiers-là. Pourquoi on va les mettre en cool et pas en hot? Tout simplement pour une question de coût, puisque le cool va coûter moins cher que le hot, puisqu'il a une disponibilité qui est inférieure. Et puis le dernier tiers, où là on est vraiment sur un accès vraiment d'archives et où on vient ultra occasionnellement consulter, donc ça coûte encore moins cher.
La contrainte, par contre, c'est que ici, en fait, les données, il va falloir faire ce qu'on appelle, il va falloir qu'on les réhydrate. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut les consulter, il va falloir réhydrater l'archive et ça peut prendre plusieurs heures. Donc, du coup, aucun intérêt sur un système en production, mais c'est vraiment plus pour du stockage archive. Et puis, le jour où j'en ai besoin, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple, mais qui a pas de sens, mais des fiches de paye, par exemple, qui ont plus de 2 ans, par exemple, qui ont plus de valeur légale, ou voilà, on les garde juste pour mémoire et on ne sait jamais si un jour on a besoin d'y accéder, ben on va les mettre dans une archive, puis le jour où on en a besoin, ben on réhydrate cette archive et on va pouvoir l'utiliser. Du coup, on peut arriver à un cycle de vie complet en fait de notre fichier. Alors ici, on a un service premium qui est un petit peu particulier, qui fonctionne à part. Je ne l'ai pas évoqué ici, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie ici supérieure, où on va avoir notre fichier qu'on va mettre en hot, par exemple. On va pouvoir le passer en cool, pas de problème. On va pouvoir revenir en arrière. On va pouvoir passer le cool en archive. On voit qu'on peut pas, on va directement mettre ça en archive. Et après, quand on va récupérer, en fait, on va pouvoir passer de hot à archive. Et on voit que la suppression, elle ne se passe que lorsqu'on est hot. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas supprimer des fichiers qui sont à froid, je dirais, c'est-à-dire pas montés en quelque sorte. Et puis des fichiers archives, on ne va pas pouvoir les supprimer. Il va falloir d'abord les faire revenir sur un tiers hot, un tiers chaud, pour pouvoir effectuer la suppression. Il faut savoir aussi qu'il y a une espèce de corbeille qui existe sur le blob, donc même quand on supprime, on va pouvoir récupérer des éléments. Donc voilà, c'est assez complet comme service. Et donc du coup, c'est ce qu'on va mettre en place. On va utiliser ce service pour mettre en place notre mécanisme. Je crois que j'ai fini avec les slides. Oui. Ok, j'appuie Donc, on va sur le passer. bouton qui va bien pour la démo. Ouais, on va passer sur Azure. Alors, j'ai déjà monté tout ça, donc je me suis N'hésitez pas créé à un. nous dire si c'est trop petit pour vous, s'il faut qu'on zoome. Dites-nous sur le chat. Donc j'ai créé un petit storage account que j'ai appelé ma librairie 1330. Voilà, vous trouvez ce nom-là. Et puis j'avais créé un ressource groupe 1330. Ça nous permet de mettre tout ça. Pensez quand vous créez des éléments dans Azure à regrouper les éléments qui ont un sens, si vous voulez ensemble, de les mettre dans un ressource groupe spécifique. Le ressource groupe il coûte pas, donc vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ça n'a pas de coût, c'est juste de l'organisation. Dedans, on voit, bon, je ne vais pas faire tout le service de A à Z, mais on voit qu'on va avoir des conteneurs, les file share, les queues et les tables. Finalement, c'est les quatre, tu disais bleu pétrole, c'est ça la couleur, les quatre blocs qu'on a pu voir en bleu pétrole qui sont disponibles. Donc, je vais pouvoir naviguer et faire un petit peu ce que je veux avec sur le même service. Et puis, on a un élément qui va être important, c'est Access Keys, où en fait, on va avoir du coup les clés qui vont nous permettre d'accéder aux ressources et donc de pouvoir travailler avec ces ressources. Je ne rentre pas dans le détail des policiers, etc. On peut pousser beaucoup plus la sécurité et gérer la sécurité sur les containers directement. Là, pour la démo, on va juste s'occuper du système principal. Donc, on va avoir une clé en fait ici qu'on peut éventuellement partager. Encore une fois, il y a des mécanismes plus fins que ça que de partager une clé pour travailler avec le storage, qui n'est pas vraiment très sécure. On a deux clés, donc on pourrait fournir une clé, par exemple, à une application, une clé à une autre application. On peut changer ces clés régulièrement pour s'assurer que la clé n'est pas usurpée et qu'il n'y a pas d'accès tiers à la clé. Et puis on va avoir une connection string aussi, et c'est celle-ci qui va nous intéresser pour notre projet avec Visual Studio. Voilà, je passe sur tous les éléments. Vous voyez qu'on a tout ce qui est redondance, etc. On a plein de choses ici qui sont disponibles, plein d'options. Petit truc sympa quand même que je vais rajouter, c'est cette option Static Website ici. Alors là, je ne l'ai pas activé. Quand on l'active, en fait, on peut venir stocker des sites statiques, c'est-à-dire des sites du type Angular, React, Vue, des single page applications. Et donc, en fait, on va venir les héberger directement ici. On va avoir une URL, on va pouvoir avoir tous les éléments comme si on était sur un site web, sauf qu'en fait, on est sur un storage. Et là encore, par rapport à un app service qui pourrait faire la même chose, on est sur des coûts qui sont autrement moins importants. Un app service, globalement, ça va coûter, allez, je vais dire, entre 15 et 30 euros par mois pour quelque chose de vraiment très très simple. Ici, on va être à peine 1 euro par mois si ce n'est pas quelque chose qu'on utilise fréquemment. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en fait, ça se fait simplement en activant ici Enable. On va lui dire, je vise telle page, l'index HTML typiquement. Et en fait, le système se met en place et on peut servir notre site web. Donc ça, c'est un petit truc sympa en plus.
Voilà, j'ai fini sur la partie Azure. On va passer à la partie code un petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la partie qu'on vient de voir, les amis. Le site est en train de tourner parce que j'ai pas envie d'avoir l'effet démo que j'avais déjà eu il y a Ah deux ah, sessions sur le sujet. Et donc voilà, donc là le truc il tourne. il Comme ça progresse. on va s'éviter les problèmes. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi, on était dans Book Mutation ici. Donc on avait ce bout de code là qui nous permettait de récupérer un fichier qui était uploadé sur le serveur et puis on le décomposait. On faisait une analyse d'un des documents qui est présent dans le fichier EPUB. Le fichier EPUB, c'est un zip, c'est pour ça qu'ici on a une zip archive. Et puis on enregistrait tout ça dans la base de données. Bon, j'ai commenté tout ça parce que, in fine, c'est pas mon API qui va effectuer la tâche, c'est mon Azure Function. Donc pour le moment, je l'ai mis en commentaire pour récupérer ce bout de code plus tard dans mon Azure Function. Et l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt de dire j'upload le bout document et je vais l'envoyer vers mon storage. Alors, j'ai fait un raccourci Mhm. un petit peu. Je ne suis pas passé par mes commandes que je peux avoir ici là dans l'application. J'ai fait un raccourci direct pour aujourd'hui, puisque pour le moment, ça reste un petit peu encore en chantier. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place déjà une interface ici, eBlob Storage, qui est toute simple et qui me permet d'avoir une méthode upload file async, tout simplement pour me permettre de faire de l'injection de dépendance. Je lui ai demandé de fournir un nom de fichier, un meme type, ça c'est important aussi, et puis le stream qui va être finalement le contenu du fichier. Je suis allé dans ma couche infrastructure et j'ai implémenté une classe Azure Blob Function qui implémente le eBlob Storage, et en fait c'est là que tout va plus ou moins se passer. On va injecter un blob client ici et que je vais configurer, hop là, dans le service extension, je vais venir là. Voilà, ici je vais instancier un blob storage. D'accord, donc c'est instancier mon interface, pardon. Mhm. Je vais aller lire dans ma configuration, dans mon app settings, en fait, la chaîne de connexion. Vous savez, la chaîne de connexion que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais rebasculer sur l'app settings. Je l'ai mise ici, j'ai copié-collé tout simplement ici. Encore une fois, il y a des méthodes après plus sécures pour faire ce genre de choses, mais là, on est dans une démonstration. J'ai été du coup connecté mon storage account en appelant la classe qui va bien dans la librairie. Alors, il faut savoir que quand vous tapez ce genre de choses dans Visual Studio aujourd'hui, il vous propose d'importer automatiquement les fichiers NuGet. Donc, c'est quand même assez pratique. Il n'y a pas à aller chercher les NuGet. D'ailleurs, je ne sais même plus quel NuGet il m'a importé. On va aller regarder vite fait ça. Mais je pense que voilà, j'ai un Azure Identity, j'ai un Azure Storage Blob et un Microsoft Azure Storage qui ont été ramenés. Je crois que l'Azure Storage Blob, je l'utilise pas, mais c'est sur ces deux-là, Azure Identity et Windows Storage. Vous faites vous faites contrôle point virgule avec Visual Studio, il vous les importe automatiquement. Et puis derrière, j'ai instancié mon blob client en lui fournissant tout simplement le connecteur, la connexion directement à mon compte de stockage. D'accord? Donc je fais storage account, create cloud blob client. Donc il me crée un client, un petit peu comme avec une base de données, c'est pareil. Et vous avez votre client qui est créé. Donc je reviens sur ma classe Azure Blob Client, donc du coup que j'ai créé Scoped pour l'injection de dépendance. Et puis dedans, ça va être relativement simple, on va dire, les tâches quand je veux uploader. Je vais déjà lui demander de me récupérer le conteneur. Ça, c'est important. Je vais venir dans la méthode après. Ensuite, je vais lui dire de me créer une référence pour mon fichier. Donc, Mhm. on va avoir une référence. Je lui dis le fichier, c'est de tel type mime. Et puis, upload le fichier. Je lui donne le stream directement et tout est fini. Vous voyez, en 3 lignes de code, c'est fait. La petite subtilité, c'est pour le conteneur. Ici, on va récupérer une référence vers le conteneur. Ici, on récupère une référence blob. Là, c'est une référence conteneur. J'ai mis le nom du conteneur ici en constante. Et puis, je vais lui dire, ben voilà, si le blob conteneur n'existe pas, tu me le crées, create if not exist. Et si il n'existe pas, puisque on passe ici, c'est la subtilité, c'est if not exist, c'est true, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu particulier. Et du coup, ici, on va tout simplement setter les permissions au niveau de notre conteneur de blob. Et puis, je lui renvoie le conteneur. C'est le seul petit truc qui est un petit peu bizarre qu'il faut essayer de mutualiser parce que c'est tout le temps la même mécanique, on va dire. Et puis derrière, ça reste relativement basique. Ok. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je reviens dans mon API. Et en fait, j'injecte le blob storage ici. D'accord?
je lui fais passer le storage, et donc du coup, le fait de passer le storage, je peux l'utiliser, et j'ai juste à faire upload file A5, le nom de mon fichier. Le type MIME, là j'ai un fichier EPUB, j'en ai la certitude parce que je le sais, mais il faudrait en théorie faire un petit peu plus de code pour vérifier qu'on est bien sur un fichier EPUB. Donc je lui passe le type MIME et puis je lui dis simplement d'ouvrir le stream et de le créer. Donc tout ça, une fois lancé, je reviens, alors ici, voilà. Donc je vais voir quand même mon conteneur pour vous montrer que mon Oui, truc marche, hein. Vous voyez on va ici, j'ai voir. que $log qui est disponible, c'est tout ce que j'ai dans mon conteneur. Je vais venir au niveau de mon client Banana Cake qui me permet d'envoyer des requêtes GraphQL vers mon API. Et donc, je lui dis de faire une mutation, upload. Je lui passe le livre. Ici, encore une fois, c'est le livre de Germinal qu'on utilise. Dans les prochains épisodes, il y aura d'autres livres. Le Mais bon, Seigneur des c'est Anneaux, pas. s'il te plaît. Pardon? Le Seigneur des Anneaux, s'il te plaît. Mais je crois qu'il n'est pas libre de droit celui-là encore. Ah Germinal, il merde. est libre de droit, je suis tranquille. D'accord, alors tu peux mettre du Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ils sont Sherlock Holmes, disponibles et ils sont très je très dois bien. avoir. Et du coup, j'upload le livre, je lui dis envoie-moi l'élément, et puis du coup, ici derrière, on va lui dire récupérer le title, sauf que là, mon API étant pour le moment en stand-by, je retourne juste un livre vide, mais ça, c'est pas très très important. On y va, je lance l'import de Ah, le meilleur Germinal. moment. Vas-y. Voilà, donc là, on passe forcément dans l'injection de dépendance, hein, d'accord, donc dans ma factory. Donc je crée mon client blob, je viens ici, donc mon client est créé. Il n'y a pas vraiment de magie ici, je vais faire F11 juste pour le principe pour qu'on aille dérouler. Voilà, on va récupérer le conteneur. Ça met un petit peu de temps, c'est normal, c'est le temps de se reconnecter. On va récupérer une référence au blob, on set le blob mime et on fait await upload. Ah, c'est uploadé, c'est génial. Et si je retourne voir du coup ma librairie ici, je vais rafraîchir et on voit qu'on a l'upload qui s'est créé, donc le conteneur upload qui s'est créé. Et si je vais dedans, j'ai mon petit fichier EPUB qui est là. Voilà, donc on a fait toute cette partie-là. L'étape suivante, ça va être d'utiliser une Azure Function qui va se déclencher au moment où on dépose un fichier, parce que ça l'Azure Function sait faire. Et donc, du coup, à partir de là, récupérer ce fichier, en faire l'analyse, et du coup, renvoyer la réponse à notre client Angular pour lui dire « Coucou, j'ai fini de traiter le fichier, tu as un nouveau livre qui est disponible », et donc de pouvoir rafraîchir l'interface dès que le système, qui est finalement complètement asynchrone, va se rafraîchir. Je profite, il nous reste 3 minutes dessus pour vous Déjà. parler d'un petit utilitaire qui est hyper pratique pour travailler avec les storage. C'est Microsoft Azure Storage Explorer, donc là, un petit utilitaire Oui, gratuit. tout à fait, très très bien. Tu connais, hein? Oui. Alors attendez qu'il se lance. C'est un petit peu long. J'avais Et très du envie coup, d'utiliser ça. C'est très pratique. c'est hyper pratique et en fait, on peut faire aussi d'autres choses qu'aujourd'hui, on peut même explorer, il me semble, du Cosmos dedans. Enfin, on peut faire pas mal de choses. L'outil a vraiment beaucoup évolué. S'il veut bien se lancer, voilà. Je ne sais pas si c'est ma machine qui est lente ou qui a un problème ailleurs, mais donc voilà. Mais Le temps ça que ça. arrive gentiment. Ouais, ouais, ouais. Il est Il un nous petit reste peu long. encore 2 bonnes minutes, écoute. En attendant, les amis, vous voudrez peut-être savoir ce que nous allons avoir la semaine prochaine dans le restaurant. Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous Gros le event. dire car il se passe quelque chose de spécial. Le 13h30 ne sera pas à 13h30. Il sera à 17h30 et nous parlerons Babylon.js avec David Catu de chez Microsoft. Un ami qui va nous parler de son bébé, le Babylon.js. C'est lui qui a fait ça avec d'autres, mais il est l'instigateur du projet. On verra ça mercredi prochain à 17h30. Pourquoi 17h30? Parce qu'il est à Seattle. Ouais, exactement. Ancien Microsoft France qui est parti chez Corp par la suite. Ouais. Et, donc voilà le petit explorateur de stockage qu'on a créé. Vous voyez, on peut aller sur du Data Lake Storage. On a ici les comptes de stockage. Donc là, on est sur un émulateur. Je n'ai pas attaché d'émulateur, je crois. Et on va pouvoir attacher également tous les différents tenants et souscriptions qu'on peut avoir sur Azure pour aller explorer ça. Et donc du coup, il me semble que c'est sur celui-ci qu'on va retrouver notre élément. On va l'attendre qui recharge. Hop, compte de stockage. Non, c'est pas sur celui-ci. Ah, c'est peut-être parce qu'il n'est pas à jour. J'ai peut-être pas voilà, j'ai pas mis à jour mes identifiants.
Bon, bah, du coup, je le ferai pas parce que j'ai pas mon téléphone sous le coude pour le MFA, donc on le fera pas. Le C'est gros pas grave. avantage de cet outil, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans un alors je sais pas si ouais, j'ai pas lancé le Azure, le local. On va pouvoir faire de l'upload et du download de fichiers directement dans l'interface, Oui, donc ça peut être hyper pratique, justement pour ça évite voir les ce lignes qui de va. commande, c'est plutôt pas mal. Exactement et du coup, ça facilite énormément le travail avec les storage Azure. Voilà, du coup, bah, j'en ai fini, 14 heures pile, j'ai pas entendu le coucou, mais il devrait pas Il arrive, tarder. il arrive. Il arrive, ne Et t'inquiète pas. donc voilà. C'est is about to sing. Je sais pas si on dit qu'il est sing le coucou. Je Ah ne sais bah, pas. si il chante, oui. J'aurais dit ring, mais bon, c'est Oui, pas. ça y est, il est là. Je le vois, je l'aperçois. Très bien le coucou. Ben, c'était Écoute, tu cool. demanderas à Donc, David la ouais, semaine prochaine si c'est ring ou sing, il saura ouais, plus que nous par la je réponse. vais lui demander. Je me languis. Il est très gentil, très marrant. Donc la semaine prochaine, on l'a dit, ce sera à 17h30 avec David Catu. On vient de finir un nouvel épisode de GraphQL. On en aura un ou deux Deux supplémentaires autres. jusqu'à deux autres, jusqu'à l'anniversaire du 13-30 qui arrivera certainement en avril. Il y aura une grande fête avec des ballons, des trucs de dingue. Je montrerai mes chats. Fais voir si on est pareil. Non, c'est bon. C'est pas le chat, On t'entend plus, Steve, attention. là, hein, t'es parti. Ah, vous m'entendez plus parce que je suis en train de réclamer le chat. Envoyez-moi le chat. Non, pas le gros, l'autre. C'est là, l'autre ou pas? Bon, alors tant pis, ce sera le gros chat. Bougez pas. Hop là. En avance de l'anniversaire. Le gros chat. Qui est le gros chat? Oh, il est très très bon. Et voilà, les amis, je vous dis merci. Merci Lionel. Et à la semaine prochaine, 17h30, notez bien. Salut! À la semaine prochaine.